l'heure, j'accueille Théophile Kouamouo, journaliste et analyste politique, en plateau avec nous. Il est aussi celui qui travaille pour décrypter l'Afrique Média. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et Gilles Yabi est également avec nous depuis Dakar, fondateur du think tank Wati. Bonsoir donc à vous également. Vous m'entendez? Bonsoir. Bonsoir. Théophile Kouamouo, on commence par vous. On va évoquer le bilan de cette campagne 2025. D'abord, quel regard portez-vous sur cette campagne ? Alors, l'élection présidentielle de 2025, c'est un remake de l'élection présidentielle de 2020, c'est-à-dire avec des violences préélectorales, peut-être des violences post-électorales, avec une lutte acharnée contre le troisième mandat, puis le quatrième mandat, cette fois-ci avec des contestations liées à l'exclusion de Tidjane Thiam et de Laurent Gbagbo, les principales figures de l'opposition. On va dire que la malédiction de la présidentielle en Côte d'Ivoire, qui est faite d'exclusion et de violence, elle se reproduit inexorablement. Et finalement, depuis 1990, qu'il y a des scrutins présidentiels en Côte d'Ivoire, on a eu un scrutin en 90, le premier, avec Houphouët-Boigny et Laurent Gbagbo. 95, ça s'est mal passé avec l'exclusion d'Alassane Ouattara et le retrait de Laurent Gbagbo. 2000, exclusion du PDCI, du RDR. 2010, tout le monde a participé, mais la guerre est arrivée. Et 2015, pareil, un scrutin qui n'est pas digne d'une démocratie. 2020, un scrutin marqué par des violences et des contestations. Et puis le troisième mandat. Et puis 2025, pareil. C'est 2020 avec finalement moins de violence, moins de contestation. Ce qui nous revient comme information. C'est un 2020 atténué. Au niveau il y a moins d'expression de la tension parce que le pouvoir a pris acte des stratégies de contestation de l'opposition de 2020 et s'est ajusté, mais par la violence légitime, par la force, mais pas par la persuasion. Et c'est ça qui est préoccupant, parce que je pense que ce qui est important en Afrique, c'est que les élections reflètent des vrais équilibres politiques. Et en Côte d'Ivoire, ça fait très longtemps qu'on n'a plus cela. Oui, voilà, et c'est dommage. On va y revenir. Gilles Yabi, vous êtes fondateur du think tank Wati, je l'ai dit. Vous êtes à Dakar. Vous faites le même constat. Est-ce que vous considérez qu'il y a eu plus, qu'il n'y avait pas eu forcément des idées neuves qui ont émergé pendant cette campagne ? Oui, je partage très largement le constat qui a été fait par Théophile Kouamouo, qui connaît très bien l'histoire politique de la Côte d'Ivoire et a rappelé les différentes élections et le contexte plutôt permanent de tension, de violence et souvent dans une situation d'exclusion de certains candidats. Et c'est vrai que on ne peut que se réjouir qu'on ait moins de violence pour l'instant, en tout cas au soir de cette élection. Il faut sans doute attendre les prochains jours parce que généralement, on a bien sûr pas simplement des violences préélectorales et électorales, mais aussi des violences post-électorales. Il faut espérer qu'on reste au bilan qui est déjà quand même absolument dommageable, de 4 morts, je crois, lors de cette élection, dont un gendarme. Et je crois qu'il faut rappeler qu'il y a quand même aussi eu des arrestations assez massives au cours des dernières semaines. Je pense qu'on parle de plus de 700 arrestations et des condamnations d'ailleurs de quelques dizaines de personnes jusqu'à 3 ans de prison ferme pour avoir participé à des manifestations non autorisées. Donc c'est aussi ça le contexte de cette élection et c'est probablement aussi ce qui a dissuadé, disons, d'autres personnes peut-être de manifester jusque-là. Donc c'est pas effectivement, je crois, le meilleur signal qu'on peut donner lorsqu'on pense au long terme et pas simplement à nouveau chaque fois au court terme et au fait qu'on reviendra à une situation de calme, mais on verra bien que les tensions vont sans doute remonter assez rapidement, même après les résultats de cette élection. Alors le constat sur la forme, il a été dressé, vous venez de le faire. Parlons quand même un peu du fond, des thèmes qui ont été dans cette campagne. Je vais d'ailleurs m'adresser à Christelle Pire, qui est notre trait d'union sur place en Côte d'Ivoire. Quels thèmes ont réellement mobilisé les électeurs, Christelle ?
Alors lors de mes interviews, quand j'interroge les Ivoiriens, souvent le premier mot qui revient, c'est la question de la cherté de la vie, le prix des aliments, des produits, le prix du transport, le prix de l'immobilier. Souvent, c'est un peu la première préoccupation. Et d'ailleurs, tous les candidats, les 5 candidats, ont essayé d'apporter des réponses et ont essayé de convaincre les électeurs sur ce thème. Le deuxième thème qui est un peu lié, c'est la question de l'économie et de l'emploi. Chacun a un peu donné sa vision de ce que doit faire la Côte d'Ivoire pour continuer à se développer, que ce soit de l'investissement public, de l'investissement privé, plutôt du souverainisme économique. Il y avait plusieurs campagnes et plusieurs visions de la Côte d'Ivoire, vision économique suivant les candidats. La question de l'emploi, évidemment, le chômage des jeunes, ou en tout cas le sous-emploi des jeunes, puisque le chômage officiel est assez bas, autour de 3%, mais beaucoup ici vivent plutôt de petits boulots, à moitié dans l'informel, et n'arrivent pas à trouver de travail stable ou à hauteur de leur qualification. Et enfin, un autre sujet, c'est la sécurité, avec la menace djihadiste dans la sous-région et également les relations tendues avec les pays voisins, notamment avec le Burkina Faso, où il y a régulièrement des incidents à la frontière. Et enfin, vous l'avez dit, quand même, cette campagne électorale, au-delà des thèmes, a été quand même assez dominée par les questions politiciennes, les questions de l'absence des leaders de l'opposition, Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam, parmi les candidats, et les questions de manifestations autorisées en juin et en août et interdites ces dernières semaines. L'économie, donc, c'est l'emploi, la cherté de la vie, ce sont les grands défis de la Côte d'Ivoire de 2025. Oui, malheureusement, ces questions auraient pu être adressées, notamment si finalement la participation de figures historiques du FPI comme Awa Domelo et Simone Ehifé Gbagbo avait été placé dans un cadre pacifique, parce qu'effectivement les idées d'Awa Domelo notamment, c'était des idées panafricaines, souverainistes, qui méritaient d'être entendues. Le parcours de Simone Ehifé Gbagbo aussi, c'est un parcours, je pense que c'est une des plus grandes femmes politiques de l'histoire contemporaine africaine, mais malheureusement ce qui s'est passé, c'est que quelque chose a dominé, c'est un peu les constantes de la vie politique ivoirienne. Donc c'est d'abord le winner takes all, je suis le chef, j'impose ma volonté, et all or nothing, je suis dans l'opposition, et si je suis exclu, en fait, je ne propose pas de plan B. On a vu qu'au Sénégal, cette loi de l'exclusion qui avait été mise en place par Macky Sall pour garantir à son successeur Amadou Ba une élection pacifiée a été retournée par l'opposition, qui a mis Bassirou Diomaye Faye à la place d'Ousmane Sonko. On a vu aussi qu'au Cameroun, Issa Chiroma est devenu finalement le candidat du référendum anti-Biya, mais en Côte d'Ivoire, ce que j'appelle la ouattarisation de la vie politique est à l'œuvre, c'est-à-dire Alassane Ouattara exclu des compétitions électorales, oui, a tout bloqué jusqu'à la guerre de 2002 à 2011, et finalement il y a une sorte de mimétisme où on bloque tout tant que ce n'est pas nous exactement, et ce mimétisme se comprend alors que effectivement le pouvoir d'Alassane Ouattara, qui a longtemps crié à l'exclusion, utilise sans vergogne les armes de l'exclusion. Donc malheureusement, ces beaux thèmes économiques n'auront été que très légèrement écoutés par les Ivoiriens.